Genève. Janvier 2009, nous sommes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce matin-là, des délégués du monde entier arrivent pour une négociation qui s'annonce tendue. Notre équipe de télévision est la seule à avoir demandé l'autorisation de filmer. Dans cette salle, on croise le fer autour d'un texte sur le racisme. Les négociations patinent et le ton menace de monter. La présence de notre caméra agace visiblement certains délégués. Le représentant du Nigeria demande la parole. I know that this may not be very popular. But when did we start using cameras and photographers and taping in the working group, informal working group of the UN system? Nous sommes parfaitement accrédités. Cette réunion du Conseil des droits de l'homme est publique. Mais surprise, le président de séance cède. For the time being, the filming should be stopped. Notre caméraman remballe son matériel, mais la caméra continue de tourner. La déléguée de la République tchèque, qui préside l'Union européenne, lève sa pancarte. Elle exige une explication. Je dois dire que nous sommes surpris par votre rapide décision de demander aux journalistes de quitter la salle. Nous tenons vraiment à ce que la presse puisse suivre nos débats sur des sujets aussi importants. Pourquoi cette interdiction ? Sur quoi portent ces tensions entre les nations que l'on voudrait cacher ? La bataille que nous allons vous raconter n'est pas virtuelle. C'est une guerre de mots dont dépendent nos droits et nos libertés. Dans cette enceinte, ce sont les droits de l'homme que certains veulent bâillonner. Pourquoi nous interdire de filmer une réunion contre le racisme ? Pour le comprendre, il faut savoir une chose. Derrière ces fenêtres se joue la revanche d'une bataille qui a très mal tourné en 2001. Durban. C'est dans cette ville d'Afrique du Sud que s'est tenue la première conférence mondiale contre le racisme. Nous y étions, déjà, et nous avions filmé. Tout avait si bien commencé. 10 ans après la fin de l'apartheid, nous venions pour rêver d'un monde où cette victoire contre le racisme en annoncerait d'autres. Nous avons participé à un atelier sur l'esclavage où des militants américains exigeaient des réparations. Nous avons croisé des Tibétains militant pour leur droit à l'autodétermination. Interviewé un militant indien venu plaider la cause de 300 millions d'intouchables. Manifester avec les peuples indigènes en compagnie de Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix. Ce drôle de chapeau, c'est celui d'un Sindh, une minorité persécutée au Pakistan. Nous vivons sous l'occupation du Pakistan. Nous sommes un peuple indigène. Et nous nous battons depuis 54 ans contre le gouvernement raciste pakistanais qui nous persécute. C'est pour cela que je vis en exil. Toutes ces revendications, cette ambiance joyeuse et bon enfant, ont bien vite été balayées. Soudain dans les rues et sur les banderoles, une seule obsession, Israël, présenté comme le nouveau pays de l'apartheid. Nous sommes quelques semaines après la seconde intifada. Des radicaux sud-africains, rejoints par des extrémistes d'autres pays, ont décidé de faire de cette conférence une tribune amalgamant sionisme et racisme, Israël et nazisme. Dans la confusion générale, nous avons croisé de drôles de rabbins, des Neturei Karta, des intégristes juifs opposés à l'existence de l'État d'Israël pour des raisons religieuses, accrédités par une organisation islamiste. Et voici leur chaperon, Massoud Chadjeri.
Le sionisme est une idéologie diabolique, fondamentalement raciste, qui doit être éradiquée de notre société. La surenchère va aller bien au-delà de quelques amalgames. Une propagande antisémite circule dans les couloirs et sur les stands. Comme ici, sur le stand de l'Union des avocats arabes, où l'on peut acheter les protocoles des sages de Sion, un livre imaginant un complot juif mondial. On peut aussi admirer un concours de caricatures anti-israéliennes franchement douteuses. Des juifs au nez crochu. Des étoiles de David, synonyme de croix gammée. Et puis ce tract. Et si Hitler avait gagné ? Il n'y aurait pas de sang palestinien versé. Des propos racistes dans une conférence contre le racisme. Rencontrés au Forum des jeunes, 2 militantes belges ne reviennent toujours pas. Ce qui nous a assez choqué, c'est dès qu'on est arrivé au Forum des jeunes, on a eu beaucoup de problèmes parce qu'on nous a un peu étiquetés en tant que juifs pro-israéliens. On avait une table où on distribuait des tracts. Il y a des photos ce qui s'est passé, on était à 20 derrière cette table avec 30 policiers devant nous et une centaine de personnes devant nous, de pro-palestiniens qui criaient Intifada, vous êtes des meurtriers, vous êtes des meurtriers. Et nous, on était là avec un message totalement pacifiste en disant give peace a chance, essayons de parler, vraiment on prône le dialogue, on distribuait des fleurs. Et ça a été très dur au niveau des émotions pour nous. On n'a jamais expérimenté un antisémitisme comme ça. Un antisémitisme latent parfois, oui en Belgique, mais ça, des tracts comme ça, moi j'en avais jamais vu de ma vie. C'était notre expérience. De Durban. Vive les conférences contre le racisme. Du côté des États, où a lieu la vraie conférence, la négociation est si tendue qu'elle vire au dialogue de sourds. Des pays claquent la porte, un texte contre le racisme est tout de même adopté, mais il ne fait pas l'unanimité. Neuf ans plus tard, c'est ce texte controversé que les nations doivent renégocier à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Où en sont les rapports de force ? C'est ce que nous voulions savoir avant d'être interdits de filmer. Le lendemain de l'incident, les services de l'ONU nous ont présenté leurs excuses. Embarrassés, ils nous ont ouvert grand leurs portes et même permis de fouiller dans les archives. Des images filmées par les caméras de l'ONU ces 5 dernières années. Écoutez bien, les prédateurs des droits de l'homme s'en donnent à cœur joie. Whenever the EU speaks, it is not so difficult to see the ugly head of Britain, the former colonial master. In the name of God, the compassionate, the merciful. Nobody in this council is in a position to decide if Moses, peace be upon him, really split the sea or not. We appreciate the effort made by China in recent years to continue to promote democracy and the rule of law, including the system of re-education through labor. Para los que agreden a Cuba y para sus cómplices, tenemos otro mensaje. Patria o muerte, venceremos. Quand les démocraties répliquent, on assiste à de vraies passes d'armes. Comme ici, entre un délégué américain et un délégué chinois. Nous sommes en mars 2008, quelques jours après des émeutes violemment réprimées au Tibet. Les États-Unis décident de monter au front. Merci, Monsieur le Président. L'Amérique est véritablement choquée par les violences, les arrestations et les morts qui ont eu lieu lors d'une manifestation qui avait commencé pacifiquement au Tibet. Nous nous inquiétons du manque d'informations objectives qui nous parviennent. Le gouvernement chinois refusant l'accès à cette région. Le bruit que vous entendez, c'est le marteau du président. La Chine a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président.
Je vous prie, Monsieur le Président, de demander à notre distingué orateur américain de bien vouloir se concentrer sur l'ordre du jour. Merci, Monsieur le Président. L'Australie décide de revenir à la charge. Nous sommes inquiets des morts tragiques survenues au Tibet. Agacé, le délégué de la Chine révise son code de procédure pour trouver un moyen de perturber le débat. Nous demandons à la Chine de permettre l'accès au Tibet pour que la communauté internationale et les médias puissent comprendre ce qui se passe. Le Conseil des droits de l'homme est un drôle d'endroit. Tous les pays n'ont pas le droit de vote, mais tous peuvent y parler à égalité. Les pays les plus démocratiques siègent aux côtés des pires dictatures. Aujourd'hui, l'ONU est financée à 90% par des pays qui ont des systèmes encore démocratiques pour une machine de propagande qui sert une majorité de pays autoritaires. Des démocraties en position de faiblesse, minoritaires, ça n'a pas toujours été le cas. Pour comprendre ce renversement, il faut faire un peu d'histoire. À l'origine, ces bâtiments ont une mission. Mettre en œuvre la Déclaration universelle et protéger les droits de l'homme. Cet idéal est né d'un échec. L'échec des nations face au nazisme. En 1933, dans cette même ville de Genève, Goebbels défie les nations. À un journaliste qui l'interroge sur les persécutions en cours contre les Juifs, le dignitaire nazi esquive par cette formule « charbonnier et maître chez soi ». En clair, les nazis veulent persécuter librement à l'intérieur de leurs frontières. Les nations s'en contentent. Mais quelques années plus tard, le charbonnier a réduit l'Europe en cendres. Face à l'horreur des camps, au racisme ayant mené à l'extermination, la prise de conscience est universelle. Au sortir de ce cauchemar, les Nations Unies voient le jour. Elles chargent Eleanor Roosevelt d'une mission historique. Imaginez une déclaration universelle qui garantira les droits de tous. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. We hope that... Ceux qui l'ont rédigé viennent de tous les continents. René Cassin, un Français, mais aussi un rédacteur chinois, un rédacteur russe, un rédacteur libanais. Un jeune diplomate de l'époque se souvient de débats hors du commun. L'atmosphère de ces années, ça a duré entre début 46 et fin 48. Elle était une atmosphère d'ambition extraordinaire, comme il y en a peu eu dans l'histoire récente. C'était un très grand dessin. Et attabler à réussir ce dessin, les petites différences, les petites divergences ne comptaient pas. Le texte imaginé par les rédacteurs est tout simplement révolutionnaire. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Article 4. L'esclavage et la traite sont interdits. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression.
La déclaration est signée à Paris le 10 décembre 1948. Au moment du vote, personne n'ose voter contre, mais 8 pays s'abstiennent. L'Afrique du Sud à cause de l'égalité entre les hommes, l'Arabie Saoudite à cause de l'égalité entre les hommes et les femmes, l'URSS et plusieurs de ses satellites à cause de la guerre froide qui commence. À Moscou, ces libertés sont décrites comme occidentales, voire bourgeoises. Mais pour donner le change, l'Union soviétique s'engage tout de même à respecter les droits de l'homme. En 1975, elle signe les accords d'Helsinki, une promesse de papier qui se révèle être un piège. Ce qui était apparu au moment de Helsinki comme une formalité, une déclaration de plus, quelle importance. Il y aura une petite révérence aux droits de l'homme et les choses continueront comme par le passé. Non, ça s'est révélé une arme très forte à l'intérieur de l'Union soviétique pour les dissidents. Les opposants à la dictature soviétique vont se servir de chaque mot concédé à l'ONU pour mettre Moscou devant ses contradictions. Le pouvoir a beau se barricader, l'aspiration des peuples à la liberté est à l'image de ces femmes et de ces hommes franchissant les barbelés pour passer à l'ouest, universelle. Cette liberté emporte tout. La colonisation, l'apartheid et même le mur de Berlin. Les amoureux des droits de l'homme célèbrent leur victoire. Mais l'embellie ne va pas durer. Dans le ciel se prépare déjà un nouvel orage. Le 11 septembre, l'Amérique est frappée au cœur. Mais la façon dont l'administration Bush va répondre sera pire que le mal lui-même. Guerre préventive en Irak, menée au mépris de l'ONU, prison d'exception, torture. L'Amérique qui incarnait les droits de l'homme depuis sa victoire sur le nazisme perd ses galons de gendarme du monde. On ne dira jamais assez ce que Guantanamo aura coûté aux droits de l'homme, bien au-delà de ceux qui en ont été les victimes. En trahissant ses valeurs, l'Amérique de George Bush fournit le prétexte que tous les États voyous attendaient pour faire la morale aux démocraties. L'homme que vous voyez faire nom de la tête, c'est le délégué de Cuba. Une dictature qui persécute ses opposants politiques, ses minorités sexuelles et religieuses. Pourtant, aujourd'hui, au Conseil des droits de l'homme, son représentant est tout sourire. Il vient d'obtenir la tête de cette femme, Christine Chaney. Une experte de l'ONU chargée d'enquêter sur la situation des droits de l'homme à Cuba. Non seulement le régime de Castro ne lui a jamais ouvert ses portes, mais son délégué se permet même de lui faire la leçon. La rapporteuse spéciale ferait mieux, plutôt que d'enquêter sur Cuba, de nous soutenir dans notre lutte pour la fermeture du camp de concentration de Guantanamo, pour que l'on mette fin à ces tortures pratiquées sur des centaines de personnes sur ce territoire illégalement occupé par la base navale des États-Unis. Systématiquement mis en cause, les États-Unis optent pour la politique de la chaise vide. Ses adversaires occupent donc le terrain. Le rapport de force a bien changé depuis la signature de la Déclaration universelle. Le nombre des nations reconnues par l'ONU a été multiplié par 4. La plupart de ces nouveaux pays sont hostiles à l'Amérique et ils font bloc. Dans l'hémicycle, 3 groupes mènent la danse. Le mouvement des non-alignés, dont Cuba et la Chine, représente 115 pays. Le groupe des pays musulmans, 57 pays. L'Union africaine, 53 pays. A priori, un pays comme le Sénégal n'a pas grand-chose à voir avec la Libye du colonel Kadhafi. Une dictature connue pour son racisme envers les Noirs, volontiers mécène du terrorisme. Mais le principe des blocs, c'est de rester soudés.
Alors les pays les plus modérés cèdent parfois aux dictatures. En 2003, la présidence du Conseil doit revenir à l'Afrique. Surprise. Toujours à l'étranger, ça n'est pas une farce. La Libye a été élue à la présidence de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et voici celle qui occupera le fauteuil, Najat Al-Hadjaji, ancienne journaliste. Les États-Unis, mais aussi un grand nombre d'ONG ont fait part de leur consternation. La première séance ne va pas vraiment les rassurer. Elle commence par une prière. Bismillahirrahmanirrahim. C'est trop. Une réforme est tentée, mais elle échoue à rééquilibrer le rapport de force. Les pays autoritaires se sont taillés la part du lion et les démocraties sont plus minoritaires que jamais. Le jour de l'inauguration du tout nouveau Conseil, le ministre des Affaires extérieures de Cuba savoure son hold-up. Excelencias, hoy es un día especialmente simbólico. Cuba es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos y Estados Unidos no. Cuba resultó elegida. Cuba resultó elegida con el apoyo abrumador de 135 países, más de 2/3. La ausencia de Estados Unidos es la derrota de la mentira, es el castigo moral a la arrogancia de un imperio. Les adversaires de l'Amérique triomphent. Problème, la plupart ne sont pas démocratiques. Leur revanche passera donc sur le corps des droits de l'homme. Février 2009. Une foule inhabituelle fait la queue à l'extérieur de la salle. Elle est venue assister à un événement exceptionnel. Le grand oral de la Chine. C'est l'un des aspects positifs de la réforme sur lequel tout le monde s'accorde. Désormais, tous les pays sans exception doivent venir présenter un rapport sur leur situation des droits de l'homme. Et pour la Chine, c'est une grande première. Le pays détient le record des condamnations à mort. Les opposants politiques sont envoyés en camp de travaux forcés. La presse est entravée, la liberté religieuse sous haute surveillance. Dans les travées, les ONG sont impatientes d'entendre l'ambassadeur de Chine, mais à la tribune, sans surprise, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Monsieur le Président, le gouvernement chinois s'engage depuis longtemps à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Nous interprétons vos questions comme un signe d'encouragement pour la Chine. C'est maintenant aux pays les plus démocratiques de porter le fer en posant les questions qui fâchent. France, you have the floor. Monsieur le Président, les ONG signalent le recours fréquent à plusieurs modes d'enfermement, tels que l'internement, la mise en résidence surveillée, les prisons secrètes et les centres de rééducation par le travail. Des projets de réforme dans ce domaine sont-ils en cours? L'Allemagne demande que la liberté religieuse de tous les citoyens chinois, y compris ces minorités religieuses et ethniques, soit garantie. D'autres pays, moins démocratiques mais plus nombreux, montent au créneau pour faire bloc autour de la Chine. Monsieur le Président, la Chine est un pays exceptionnel. Son histoire millénaire, sa tradition de lutte et de travail ont assuré l'indépendance de ce grand pays. Mais la palme de la flatterie revient incontestablement à l'Union africaine. Le Gabon, par ma voix, souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à la délégation chinoise qui vient de nous faire un brillant exposé sur la situation des droits de l'homme dans son pays. Permettez-moi de saisir cette occasion pour remercier la Chine pour les multiples actions que ce pays a mis
mène en direction de mon pays depuis son indépendance en 1960. Ma délégation félicite la République populaire de Chine pour ses progrès économiques, politiques, sociaux et culturels, mais aussi pour sa réussite dans le domaine des droits de l'homme, notamment en matière de liberté de parole, d'expression, d'opinion et de pensée. La mascarade à laquelle vous venez d'assister, c'est le mal qui ronge le Conseil. Ces renvois d'ascenseurs n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité des droits de l'homme en Chine et beaucoup à voir avec les liens économiques ou idéologiques qui lient la Chine à ces pays. La séance est levée. La Chine a 2 jours pour tenir compte des recommandations et présenter son rapport final. Le jour J, à la cafétéria du Conseil. Les ONG sont impatientes de connaître le verdict. Cette jeune femme qui téléphone, c'est Julie de Rivero. Elle milite à Human Rights Watch, une organisation qui défend les victimes de la répression en Chine. Au cybercafé, cet homme qui envoie ses emails, c'est Ngawang Chopel, un militant tibétain exilé à Genève. Il est un peu plus de 14 heures. La session va reprendre. La délégation chinoise se lève. Elle croise ce militant tibétain connu pour défier la Chine. Pas de regard, mais pas d'incident. Julie et Ngawang se rejoignent pour entrer à leur tour. À l'intérieur, ils prennent connaissance du rapport. Fin du suspense. La Chine n'a cédé sur rien, ou presque. Ils ont rejeté la demande pour un système judiciaire indépendant. Donc rien sur l'accès au Tibet ou sur les droits culturels et religieux, c'est ça? Ngawang est déçu. Et ce qu'il entend dans son oreillette ne lui remonte pas le moral. La délégation chinoise est très satisfaite. Elle plaide même ouvertement pour des droits de l'homme sur mesure. Nous estimons vraiment, c'est qu'il faut trouver des modèles de développement de démocratie qui conviennent à nos circonstances. Des circonstances qui justifient visiblement de continuer à violer les droits de l'homme. À la sortie, nous cherchons des yeux les membres de la délégation chinoise. Ils ont l'air soulagés. À croire que l'exercice était tout de même redouté. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes de la délégation chinoise? Oui. Je suis une journaliste française. Je voudrais faire une interview de l'ambassadeur ou de quelqu'un de la délégation. Vous savez, ma délégation en fait a un porte-parole. Oui, mais juste pour faire une interview à propos du rapport. Non. C'est absolument impossible. Ici s'arrête le pouvoir des Nations Unies. L'exercice peut vous paraître absurde. Pourtant, il n'existe aucun autre moyen de forcer une si grande puissance à presser le pas sur le chemin des droits de l'homme, à part le chantage ou la guerre. En venant jusqu'ici, la Chine accepte le principe d'un droit de regard. Sans l'ONU, elle n'aurait même pas à faire semblant de respecter la Déclaration universelle, dont chaque mot est une arme pour ses dissidents. La bataille que nous allons vous raconter maintenant, c'est celle que mènent certains pays contre la Déclaration universelle. Et pour la gagner, ils ont trouvé une arme imparable, Dieu. Dans cette bataille, il existe un grand vainqueur. Islam will not be crucified in this council. Depuis la réforme, les pays musulmans occupent près d'un tiers des sièges du Conseil. Et ils parlent d'une seule voix, celle de l'OCI.
l'Organisation de la Conférence islamique. Un groupe fondé en 1969 pour faire front sur le dossier du Proche-Orient et promouvoir l'image de l'islam. L'initiative vient d'un pays qui n'a jamais signé la Déclaration universelle, l'Arabie saoudite. En 1990, au Caire, les pays musulmans ont adopté une déclaration des droits de l'homme en islam qui n'est pas basée sur la Déclaration universelle, mais sur la charia. Problème, la charia n'est pas compatible avec la Déclaration universelle sur de nombreux points. Sur les femmes, par exemple. Elle ne prévoit pas leur égalité en droit, mais seulement en dignité. In the name of God, the compassionate, the merciful, Madam Moderator, distinguished panelists. At the outset, Septembre 2008, écoutez bien, voilà la solution qu'a trouvée l'Iran pour lutter contre le viol. Opportunity for emphasizing the role of chastity and strengthening crime prevention to eliminate violence against women and girl children. Thank you. Au nom de la pudeur et de la loi islamique, de nombreux pays discriminent les homosexuels. En 2001, 52 Égyptiens ont été jetés en prison pour outrage à la religion. Encore récemment, 2 jeunes de 16 et 18 ans soupçonnés de s'aimer ont été pendus en Iran. Nous avons voulu interroger le délégué d'un pays qui est loin d'être aussi radical que l'Égypte et l'Iran sur ces sujets, mais qui siège au sein du même groupe, l'ambassadeur d'Algérie. Aujourd'hui, être homosexuel dans un pays arabe, ça peut vous valoir d'aller en prison. Comment on fait pour ne pas respecter la Déclaration universelle sur ce point-là? Pour nous et pour tout le monde, pour le Conseil des droits de l'homme, pour les Nations Unies, respecter les droits de l'homme, c'est respecter ces conventions. Dans ces conventions, il n'y a rien qui fait état de la question de l'homosexualité ou des mariages entre personnes du même sexe. Par conséquent, ça c'est une vision justement occidentalocentrique des choses qui est pratiquée dans certains de vos pays, grand bien vous fasse, mais ce n'est pas nécessairement une vision universelle. S'il existe un pays où la charia contredit clairement les droits de l'homme, c'est bien ici. Nous sommes en Mauritanie, un pays où l'esclavage perdure. Cette jeune femme vient d'être arrachée à son maître par des militants des droits de l'homme. En principe, l'État mauritanien interdit l'esclavage. En pratique, c'est une autre affaire. Jusqu'à maintenant, tous les cas avérés d'esclavage n'ont jamais été suivis de poursuites judiciaires ni de sanctions par les autorités mauritaniennes. Ce militant des droits de l'homme est bien placé pour le savoir. Une déclaration basée sur la charia ne lui est d'aucun secours pour lutter contre l'esclavage pratiqué au nom des coutumes et de la religion. Il y a des esclaves qu'on aborde, mais qui disent qu'ils ne peuvent pas aller désobéir au maître, parce que s'ils désobéissent au maître, ils vont aller à l'enfer. Dieu va les punir. Quand ils désobéissent, ils pensent que quand ils désobéissent au maître, ils désobéissent à Dieu. L'islam n'est pas esclavagiste, mais l'islam n'est pas aussi particulièrement anti-esclavagiste. L'islam ne délégitime pas l'esclavage, quand même. C'est-à-dire, l'islam n'interdit pas l'esclavage. C'est pour des hommes comme Biram que la loi de Dieu ne doit pas passer avant celle des hommes. Retour au Conseil des droits de l'homme. S'il existe un lieu où l'on doit pouvoir dénoncer l'esclavage, l'excision, la lapidation ou les pendaisons, c'est bien ici. Nous avons rendez-vous avec un vieux routard du Conseil, Roy Brown. Son organisation défend 5 millions de laïcs à travers le monde, dont de nombreux musulmans victimes de la charia. C'est pour leur fournir des armes que Roy se bat sur chaque mot. Mais à l'écouter, le combat est de plus en plus dur.
Il est devenu impossible de critiquer certains aspects de la charia ou de l'islam au sein du Conseil. You have the floor, sir. Mr. President, it is difficult to see how the Cairo Declaration can be considered complementary to the 1948 Universal Declaration. It makes no reference to the Universal Declaration. I have to interrupt you, sir, again. We have 2 points of order from the distinguished representative of Pakistan and then from the distinguished representative of Egypt. You have the floor, distinguished representative of Pakistan. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. President, we are not discussing here the Islamic Sharia. It's a controversial subject to discuss it over here. Sharia is not under discussion here, and I don't think it is a universal document that should be discussed in the Human Rights Council. Ils se réclament d'une vision des droits de l'homme basée sur la charia, mais nous ne pouvons même pas en parler. Donc nous ne pouvons pas attirer l'attention du Conseil sur le décalage flagrant qui existe entre la charia, qui permet par exemple de lapider une femme à mort, et la déclaration universelle. C'est le type de censure qui s'est abattu sur le Conseil. Dans une bataille, il faut être stratège. En l'occurrence, les pays musulmans ont imaginé une astuce pour pouvoir censurer des hommes comme Roy Brown. Faire passer toute critique de la charia pour du racisme envers l'islam, ce qu'ils appellent de l'islamophobie. The accusation of Islamophobia is now widely used as an ad hominem weapon to silence opponents by equating any criticism of Islam with racism. Point of order, sir. I give the floor to the distinguished representative of Egypt. Mr. President, every time I listen to statements by this organization, I wonder what kind of ethics they are promoting. Every statement is an incitement of hatred. Every statement is promoting hatred. What is the value added of making reference to this incident? En 2003, un homme va venir apporter un soutien inespéré à cette stratégie, Doudou Diène. Cet expert des Nations Unies est censé rédiger des rapports contre le racisme, mais il préfère partir en guerre contre la critique des religions. Il est important que le Conseil appelle les États membres à aller plus loin que le droit et la loi et touche aux sources profondes de la diffamation des religions. Ces rapports sont étrangement silencieux sur le racisme qui frappe les Noirs dans les pays arabes ou les persécutions de musulmans en Chine. Pour Doudou Diène, les véritables bourreaux seraient plutôt les laïcs ou les journalistes enquêtant sur l'islamisme. L'exemple le plus cité dans ces rapports, les 12 caricatures de Mahomet publiées dans un journal danois. Des dessins humoristiques plutôt inoffensifs. Un seul dénonce le fait de poser des bombes au nom de l'islam. Pour l'avoir dessiné, son auteur est toujours menacé de mort. Mais ce n'est pas cette violence qui intéresse le délégué de l'Iran. Please, you have the floor. Bismillahirrahmanirrahim. The conclusion of the special rapporteur that defamation of religions and Islamophobia is on the rise is alarming. The recent case of defamatory cartoon in Sweden vividly testifies to this conclusion. Islamic Republic of Iran strongly condemns the publication of the said offensive and blasphemous cartoon of the Holy Prophet of Islam, peace be upon him, in a Swedish newspaper. Tout est dit. Ce n'est pas la lutte contre le racisme qui intéresse les pays de l'OCI, mais bien la lutte contre le blasphème. Les pays musulmans n'ont pas attendu l'affaire des caricatures pour partir en guerre contre la liberté d'expression. Ils essaient de faire voter une résolution contre la diffamation des religions depuis la fin des années 90, notamment à l'initiative du Pakistan.
L'objectif de cette résolution est d'inciter la communauté internationale à combattre la diffamation des religions, en particulier la diffamation de l'islam. L'Union européenne n'acceptera pas que la notion de diffamation des religions soit intégrée dans le cadre relatif aux droits de l'homme. I will invite the member states to vote now. Nous sommes le 27 mars 2008. En bleu, 14 pays, dont beaucoup d'Amérique latine, s'abstiennent. En rouge, les pays européens votent contre. En vert, la Russie, la Chine et Cuba, pas vraiment connus pour être des amis de la liberté religieuse, viennent prêter main forte aux pays musulmans. Resolution L15 is therefore adopted. La résolution passe par 21 voix contre 10. L'air de rien, le Conseil des droits de l'homme vient d'émousser la seule arme dont disposent les dissidents face aux dictatures, la liberté d'expression. Pour les esprits libres vivant dans des pays religieux, cette résolution interdisant la diffamation des religions est un vrai coup de poignard. Pour une heure, la salle du Conseil est occupée par des démocrates égyptiens venus défendre la liberté d'expression. À la tribune, cette jeune avocate est venue parler de son client, Karim Amir, un étudiant en droit de 22 ans, condamné à 3 ans de prison pour insulte envers l'islam. Son crime ? Avoir tenu un blog où il critique le pouvoir et les islamistes. La constitution égyptienne est censée protéger la liberté de conscience et de croyance. Mais dans les faits, l'accusation de blasphème sert à faire taire les opposants et les minorités. Récemment, nous avons eu le cas d'un Égyptien qui s'est converti de l'islam au christianisme. Il a été accusé de porter atteinte à l'islam et il était menacé de mort par les islamistes. Merci beaucoup. C'est l'autre problème posé par le concept de diffamation des religions. Dans certains pays, comme ici au Pakistan, l'accusation de blasphème sert à sacraliser l'islam et à persécuter les autres religions. Les Signes, les hindous, des courants musulmans marginaux et les chrétiens. Le culte est toléré à l'intérieur des églises, mais afficher ostensiblement une autre croyance que l'islam en public peut vous valoir d'être accusé de blasphème. Encore tout récemment, 2 étudiantes ayant affiché une photo de Jésus sur les murs de leur faculté ont été arrêtées. Elles risquent la peine de mort. Paradoxe. Les pays qui tonnent contre la diffamation des religions sont précisément ceux qui traitent le plus mal leur minorité religieuse. Pakistan, Égypte, Iran. Arrêtons-nous un instant sur le cas de l'Iran et de sa minorité Bahaï. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit d'une religion née en Perse au XVIIIe siècle, d'une scission avec l'islam chiite. Ses lieux de culte et ses cimetières ont été détruits. Persécutés sous le Shah, ses adeptes continuent de l'être sous la République islamique. Mais ces persécutions-là ne sont citées dans aucun rapport. Et lorsqu'une militante Baha'i tente de les dénoncer, elle se fait rappeler à l'ordre. Also gradually created an atmosphere where human rights violations against members of this minority are carried out with impunity. The authorities in Iran have now added a twist to this pattern of abuse. 7 Baha'i leaders have been in prison for over 4 months with no access to legal counsel. Madam, please, I'll give the floor to Iran. Thank you, Mr. Chairman. We think that the statement is not related to the topic in discussion. Thank you very much, and I would like to address the speaker.
delegates should refrain from referring to country situations. It is, however, possible to refer to situations in several countries as examples. The focus of your statement, Madam, should remain the consideration of item 9. Thank you. Thank you very much, Mr. President, and I'm very sorry for this problem. We had made a Mais heureusement, au Conseil des droits de l'homme, les États ne sont pas les seuls à savoir esquiver. Commissioner, and this was just an addition to that report. So we felt that this was completely in line with your ruling. However, if there's any problem, we will stop our statement. I will just conclude then. Mr. President, we call upon the international community, and particularly those governments who support initiatives on defamation of religions, to denounce these tactics that was mentioned in our report and that I referred to, and to condemn the official, systematic incitement to hatred that targets the Baha'is in Iran. Thank you, Mr. President. Pour une fois, l'Iran n'a pas eu le dernier mot. Il y a un pays que l'Iran et ses alliés n'ont aucun problème à nommer de façon quasi obsessionnelle. Sur les 7 dernières sessions spéciales convoquées au Conseil, 5 concernaient Israël. Décembre 2008, en plein drame à Gaza, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran monte à la tribune. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of God, the compassionate, the merciful. From my own time for a speech, I would like, Mr. President, to request 1 minute silence and ask my Muslim brothers and sisters to read Fatiha for those martyrs in Gaza nowadays. Le Conseil des droits de l'homme est une enceinte sous haute tension. Vous comprenez maintenant pourquoi certains redoutent qu'une nouvelle conférence contre le racisme ne soit la bataille de trop. Souvenez-vous, à Durban, les négociations se sont déroulées dans un climat électrique. Les pays africains, musulmans ou non alignés, exigeaient surtout des réparations pour les discriminations du passé, comme l'esclavage transatlantique ou la colonisation. Les mêmes pays ne souhaitaient pas forcément entendre parler des discriminations d'aujourd'hui, comme celles frappant les intouchables, les femmes ou les minorités sexuelles. La prise en otage du Forum des ONG par des groupes extrémistes a permis de faire échouer les négociations. Israël et les États-Unis ont quitté la conférence. L'Union européenne, alors présidée par la Belgique, a choisi de rester pour sauver le texte contre le racisme. C'était dur, c'était compliqué, mais notre vision à nous, c'était que plutôt que de partir et de laisser les choses se dégrader, on a estimé qu'il est mieux rester jusqu'au bout. Et c'est en restant jusqu'au bout et en insistant sur nos positions, en disant très clairement qu'il y avait du langage pour nous inacceptable, et en disant que la conférence devait se concentrer sur la lutte contre le racisme, qu'on est arrivé au résultat qu'on a, et dont moi personnellement je suis fière, c'est qu'on a un texte qui est pour moi une très bonne base pour la lutte contre le racisme de manière générale dans le monde entier. Les efforts en valaient la peine. Les efforts en valaient-ils la peine? Pour en juger, nous nous sommes procuré cette plateforme et nous l'avons relue attentivement. De fait, l'essentiel du texte adopté à Durban donne des armes aux victimes de racisme, d'esclavage, de persécution religieuse ou d'antisémitisme.
Un paragraphe insiste pour ne pas oublier l'Holocauste, mais en échange, l'Union européenne a dû faire 2 concessions majeures. L'introduction du mot ambigu d'islamophobie et une focalisation sur Israël, le seul pays cité. Une obsession hors sujet qui a notamment permis d'occulter 2 discriminations, celle des Dalits en Inde et celle frappant les homosexuels dans les pays musulmans. Neuf ans plus tard, les Nations Unies s'apprêtent à renégocier ce texte lors d'une nouvelle conférence contre le racisme, mais qui aura lieu cette fois à Genève. Le Canada et les États-Unis redoutent la surenchère. Ils boycottent la conférence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, L'Union européenne est toujours à la table des négociations, mais elle a fixé ses conditions. Mars 2008, Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, monte à la tribune. C'est de toutes les formes de racisme qu'il doit être question. Tant il est vrai qu'aucune de nos sociétés n'est exempte de ce fléau. Ce n'est pas en nous dressant les uns contre les autres, en privilégiant une approche partielle et partiale, que nous lutterons efficacement contre ce mal. Les dérives et les outrances qui ont entouré la conférence de Durban ne doivent pas se répéter. On a défini un certain nombre de lignes rouges et il y a des choses qu'on n'acceptera pas. Il y a des choses qu'on n'acceptera pas si ça devient un exercice d'antisémitisme, un exercice d'hostilité systématique à l'égard d'Israël, un exercice visant à limiter la liberté d'expression au nom de la diffamation des religions. Ce sont autant de choses qu'on ne pourra pas accepter. Donc c'est une participation conditionnelle, mais encore une fois, de bonne foi. Pour l'instant, la bonne foi et la fermeté des Européens semblent payer. Mais l'âpreté des négociations préparatoires montre que rien n'est joué. Notamment à propos de la fameuse diffamation des religions. Après avoir fait voter une résolution au Conseil, les pays musulmans voudraient maintenant intégrer cette notion dans le texte contre le racisme. Inacceptable pour les pays de l'Union européenne. Nous comprenons très bien les préoccupations des pays musulmans qui ont été exprimées aujourd'hui, mais il y a des choses qui sont pour nous totalement inacceptables. Et le concept de diffamation des religions fait partie de ces concepts que nous trouvons absolument inacceptables. Let me say once for all, I, in my capacity as coordinator, have said it time and again, and I do not know why people read more than what is being stated. Defamation has no link to freedom of expression. It has link to the abuse of this freedom. Que faire? Les démocraties doivent-elles rester dans cette arène, au risque de perdre quelques batailles? Ou doivent-elles s'en aller, au risque de laisser ses adversaires déchirer la déclaration universelle qui sert miraculeusement de langue commune aux nations? À l'heure de ce choix, un nouveau climat souffle sur Genève. L'Amérique, qui a changé de visage, songe à revenir au Conseil. Pour ceux qui espèrent redonner de la voix aux démocraties, ce n'est pas le moment de déserter. Si le choix, si vous voulez, c'est entre avoir un organe universel, avec toutes les difficultés que ça suppose, ou créer entre nous un petit club des démocraties, très clairement, il faut rester dans un cadre universel. Un club des démocraties, quel en serait l'intérêt? On se retrouverait entre nous et pour s'auto-congratuler. Ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça qu'on fera progresser les droits de l'homme. Donc il faut travailler dans un cadre universel, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Malgré tous ses défauts, le Conseil est un lieu unique au monde. Le seul où des militants des droits de l'homme peuvent défier les dictatures. Le supprimer ne ferait pas disparaître leurs crimes. Le Conseil des droits de l'homme ne fait que refléter l'état du monde. On ne supprime pas un mal en supprimant son reflet.